Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Dans à peine plus d'un mois, les Français votent pour choisir leur président, mais pour le moment, ils ont le regard tourné vers l'Ukraine, un regard inquiet. Est-ce qu'on vote différemment quand on a peur ? Certainement, l'émotion est à son comble. Elle était déjà là avant. Parce que vous avez, il y a plusieurs phénomènes qui sont en train de se rejoindre. Il y a le fait que dans un désert, dans une déstructuration des idéologies de référence, l'émotion, le sentiment, l'affect devient un repère. Tous ces affects, ces sentiments étaient déjà très activés par la crise économique et sociale et par la crise sanitaire. La crise sanitaire avait été un moment où les Français étaient très inquiets pour les leurs, pour eux-mêmes, pour leurs parents et leurs enfants. Et mais là, plutôt divisés, là, ils semblent assez unis sur la question ukrainienne. Oui, il y a le phénomène que connaissent bien nos amis britanniques de Rally Around the Flag, le rassemblement autour du drapeau et de celui qui le porte, le chef de l'État, le président de la République, le chef des armées, etc. D'où on le voit dans les sondages d'opinion. Un président de la République qui semblait être abonné à son niveau de 24% d'intention de vote, qui aujourd'hui est aux alentours de 28-29% d'intention de vote. C'est tout simplement le reflet d'une opinion inquiète qui se met à l'abri de la figure vaguement tutélaire qui est la figure du président de la République. On va détailler un petit peu la position des différents candidats. De façon générale, est-ce qu'il faut redouter une abstention élevée parce que les électeurs auront la tête à autre chose qu'à cette élection, ou au contraire, la gravité des événements peut-elle favoriser la participation ? Alors, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre aujourd'hui. La tendance aujourd'hui, c'est plutôt une abstention plus élevée que d'habitude, allant vers les 30 et même certains disaient les 35% d'électeurs inscrits qui ne se rendraient pas aux urnes, ce qui est élevé pour une élection présidentielle. Mais là, il y a bien sûr la dimension de guerre et peut-être la tentation chez certains Français de dire quand la situation est aussi tragique, il faut aller voter parce que c'est un signe d'appartenance à une communauté nationale qui, comme toutes les communautés nationales de l'Union européenne, est menacée aujourd'hui. En attendant, toute l'attention est portée vers l'Ukraine. Il n'y a pas vraiment de campagne électorale. Non, il n'y a pas vraiment de campagne électorale et ça posera peut-être tout de même à terme des problèmes parce que les Français attendent, on le sait bien maintenant tous les 5 ans, ce grand moment qu'est l'élection présidentielle pour mettre à plat les projets, pour les confronter, pour faire leur marché, j'allais dire politique et électoral. Là, les conditions ne sont absolument pas réunies. Et d'ailleurs, on a vu, et on le comprend, que le président de la République, dans sa lettre aux Français, annonce quelques vagues axes, mais qu'il n'y a pas le début de l'ombre d'un programme en tant que tel. Donc, on peut avoir une élection présidentielle tout à fait particulière, très différente des 10 élections présidentielles qui ont eu lieu depuis 1965, une élection sans véritable campagne, sans véritable affrontement de projet, mais après, on peut avoir également un sentiment qu'on est passé à côté d'un grand rendez-vous démocratique. Et il faudra voir attentivement les problèmes de légitimité qui, quand ça ira mieux, pourront être soulevés, je ne sais pas, 6 mois, 1 an après. Justement, Emmanuel Macron, il est le grand favori de cette élection. Il fait son premier déplacement de campagne ce soir à Poissy pour une rencontre avec des habitants sans thème particulier annoncé. On sent bien qu'il est tenté d'une certaine manière de profiter de cette situation internationale pour réduire autant que possible les débats avec les autres candidats, les interviews à la presse. S'il est réélu sans que son projet ait été débattu, argumenté, confronté, est-ce que ça le placera en position de faiblesse pour mener son second mandat ? Il faut qu'il fasse attention. On comprend très bien qu'un président qui est au charbon, parce qu'il n'est pas simplement président de la République française, il est président de l'Union européenne, n'est pas un temps fou à consacrer à la campagne. Mais il doit faire le minimum. Et le minimum dans un pays aussi égalitaire, avec une culture civique profonde comme la France, c'est la confrontation avec les autres candidats. Il ne peut pas donner l'impression qu'il y a un candidat extraordinaire et des candidats ordinaires auxquels on s'adresse à peine. Il faut qu'il fasse attention dans la manière dont il va placer le curseur. Il ne peut pas simplement organiser des réunions avec les Français comme il l'avait fait un peu au moment du grand débat national. Après les Gilets jaunes. Avec les maires, qui était d'ailleurs assez largement une opération de communication. Il faut qu'il y ait tout de même à un moment ou à
un autre, même s'ils ne seront pas très nombreux, des rencontres avec les autres candidats. Parce que sinon, certains Français vont être exaspérés par ce côté d'extraterritorialité donné à un candidat parmi d'autres. Et c'est son propre intérêt, s'il est réélu, pour avoir une assise que son projet ait été vraiment validé par les Français. Parce que sinon, la question sera, mais qui t'a fait roi? Vous voyez, très vite, ce sera la question posée. Et on n'a vraiment pas besoin de cela. On n'a pas besoin d'un problème de légitimité ou de Français frustrés d'un débat 6 mois après l'élection présidentielle d'avril prochain. Le grand perdant des sondages depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, c'est Éric Zemmour qui, à l'heure actuelle, ne paraît plus capable d'être qualifié pour le second tour. Il a fait un rétrobédalage hier à Toulon sur les réfugiés ukrainiens en expliquant qu'il était finalement prêt à accueillir ceux qui souhaiteront venir en France le temps du conflit. Est-ce que ça peut suffire à rattraper cette dégringolade? Je crains que pour lui, ça ne suffise pas. Il connaît un plat et maintenant même un phénomène d'érosion parce que quand l'heure est grave, les Français sont très attentifs, j'allais dire, aux qualités de présidentialité des hommes et des femmes qui prétendent rassembler leur suffrage. Et là, Éric Zemmour, par son attitude excessive, abrupte sur le conflit ukrainien, et je suis gentil en disant cela, s'est aliéné une partie de gens qui, voilà, se disaient c'est plus qu'un chien qui dérange dans un jeu de quilles, c'est un homme qui a des choses à dire. Il a théorisé le fait qu'un président ne devait pas avoir d'affect, ne devait pas se laisser embarquer par l'émotion. Il est allé trop loin dans cette direction. Et puis surtout, il a été exempt de tout sentiment de solidarité vis-à-vis des Ukrainiens et vis-à-vis de ce qui arrive à la démocratie ukrainienne. Parce qu'avec toutes ses imperfections, l'Ukraine, c'était une démocratie. Et c'est une démocratie menacée par une dictature. Et là, il a pu inquiéter. Or, on sait, toutes les enquêtes le montraient, qu'il y avait un élément négatif dans l'image d'Éric Zemmour, c'était le fait qu'il inquiétait. Et là, il en a rajouté. Marion Maréchal a rejoint officiellement hier Éric Zemmour. Ce ralliement, ce n'est pas une surprise, mais est-ce que malgré tout, il peut avoir un effet sur le score du candidat? Je ne crois pas. Vous savez, les ralliements, ce sont les ralliements de personnes qui n'emmènent pas beaucoup de troupes avec elles ou avec eux. Et je ne crois pas que c'est très différent pour Marion Maréchal, qui s'était retirée de la politique, qui certes a un nom, même si maintenant elle préfère se faire appeler Marion Maréchal et non pas Marion Maréchal Le Pen. Et puis, il faut qu'elle fasse attention. Les Français sont attachés à un certain sentiment de solidarité dans la famille, et le moins que l'on puisse dire, même si la famille Le Pen est une famille qui a connu des divisions, c'est que ce qu'elle vient de faire est un peu, comme le disait, je crois, M. Sébastien Chenu, un coup de poignard dans le dos de Marine Le Pen. Je ne sais pas si les Français apprécient beaucoup ce type d'attitude. Alors, puisque vous en parlez, Marine Le Pen, pour le moment, ne pâtit pas tellement, elle, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'elle a longtemps affiché la même admiration, finalement, pour Vladimir Poutine que celle qui est reprochée à Éric Zemmour. Qu'est-ce qui fait qu'à elle, on ne lui tient pas tellement grief de cette inclination? En effet, c'est très intéressant parce qu'elle continue à être de manière claire celle qui devrait s'inviter au second tour. Pourquoi ? Et je regarde ça depuis des semaines, et il y a quelque chose de très particulier chez Marine Le Pen. La protestation politique et électorale dont elle est porteuse est une protestation incroyablement sociale. Quand vous regardez les niveaux d'intention de vote chez les ouvriers, chez les chômeurs, dans les petites communes de la périphérie, c'est impressionnant. Au premier tour, elle est au-dessus de 30% d'intention de vote. Et au second tour, c'est la majorité absolue dans ces milieux. Donc ce qui fait sa force, son socle inébranlable, quels que soient les ralliements de X ou Y, c'est cet aspect de protestation sociale qui est derrière la protestation politique de Marine Le Pen. Marine Le Pen a un véritable enracinement. Et la gauche n'incarne plus ça du tout, elle est hors champ, non ? La gauche est vraiment hors champ, certes, il y a un petit frémissement du côté de Jean-Luc Mélenchon qui profite un tout petit peu du retrait de Madame Taubira, mais la gauche est dans un état à la fois de faiblesse globale, à peu près un Français sur 4 se sent de gauche aujourd'hui, on n'a jamais
vu ça sous la Ve République. Donc un affaissement de la gauche et une division extrême, parce qu'ils savent très bien que l'heure n'est pas venue pour la gauche, et donc ils jouent tous le coup d'après, et il s'agit d'essayer de sauver les meubles. Valérie Pécresse, elle, a essuyé une lente glissade dans les sondages depuis son investiture par LR. Elle stagne aujourd'hui, mais à un niveau bas. Elle qui se présentait comme la candidate du sérieux, elle ne profite pas du tout de cette situation internationale tendue. Alors, elle n'en a pas profité parce qu'il y a eu un effet de son meeting qui a été considéré en effet comme un échec. Cependant, maintenant, quand on regarde le dernier Rolling IFOP, elle est en 3e position. Elle est à 14% d'intention de vote, donc elle est encore dans le jeu. Et elle pourrait, dans les semaines qui viennent, faire d'une certaine manière une opération de rattrapage. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de perdre un argument qui était le sien, qui était de dire je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron au second tour? C'est pas ce que montrent les sondages depuis plusieurs semaines. Ça n'est plus ce que montre. Il y a encore quelques mois, il y a 1 mois et demi ou 2 mois, il y avait des seconds tours qui montraient qu'elle pouvait menacer le président sortant. Là, ça n'est plus le cas, puisque dans les sondages d'intention de vote, Marine Le Pen fait apparemment un meilleur 2e tour que Valérie Pécresse, et cette déstructuration de son côté de présidentiable crédible est un véritable problème pour elle. Il va falloir qu'elle trouve un moyen de rebondir, et de rebondir rapidement. Un dernier mot pour boucler la boucle. Il reste donc un gros mois avant le premier tour. Est-ce que des thèmes comme le pouvoir d'achat, comme l'immigration, qui ont dominé le début de la campagne et puis qui sont totalement effacés par l'Ukraine maintenant, ceux-là ou d'autres peuvent revenir sur le devant des préoccupations des Français? Quand vous regardez les enquêtes, le pouvoir d'achat reste, avec l'Ukraine, la préoccupation essentielle des Français. Parce que tous les jours, il suffit, ils sont dans la pompe, ils commandent du gasoil et ils s'aperçoivent de la hausse vertigineuse des prix. Donc cette question du pouvoir d'achat qui était là avant, elle est là aujourd'hui, elle sera là après. Et attention, c'est autour de problématiques de ce type que dans le passé très proche, des mouvements de protestation d'ampleur, comme les Gilets jaunes, ont pu naître. Donc il y a là, j'allais dire, autour du pouvoir d'achat, un feu qui couve sous la cendre. Merci beaucoup Pascal Perrineau.